I've been doing this for a while, and there's some people I've actually worked with here, I think, most of my career, which is getting on for about 30 years, so that's quite a long time. And a lot of people here worked on 5 pictures with me, and I know there's a lot of things said about what I think about these films and all of those, whatever, but I've loved every single second of these movies. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé. Mexico, Mexico. Tes femmes sont arrêtées et tu seras toujours le paradis des cœurs et de l'amour. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison de Live and Let Live en direct sur YouTube, Facebook et tous nos réseaux sociaux. Avec ce soir, pour m'accompagner, un liveur qui espère la mort de Madeleine pour pouvoir lui piquer le bombe de Craig, Emmanuel Michler. Salut Emmanuel. Salut à tous. Un liveur qui espère la mort du bombe de Craig pour pouvoir emmerder Emmanuel Michler, Frédéric Garrigou. Salut Frédéric. Salut tout le monde. Salut Frédéric. Ciao. Un liveur qui s'en contrefiche du sort réservé aux bombes de Craig, lui, ce qu'il espère toujours, c'est le retour de Roger Moore. José Morat-Dubec. Salut José. Une liveuse qui, même s'il n'y aura pas les stars du film, illuminera le Grand Rex à elle toute seule, Magali Couture. Bonsoir Magali. Bonsoir. Et enfin, pour terminer, parce qu'il le remplace à la volée, il ne se sentait pas bien avant l'émission, Damien Nassiri qui devait être là, on le salue. Et d'ailleurs, on va lui demander des nouvelles juste après la présentation de Dominique. Un liveur qui est devenu subitement fan de Damien Nassiri, qui s'intéresse à lui plus qu'à Bond et qui a oublié de lui faire une analyse d'urine, Dominique Kiefer. Bonsoir Dominique. Tout le monde va bien? Oui, ça va. Bien passé? Ça m'embête un petit peu de prendre la place de Damien parce que je crois qu'il n'est pas très bien dans le point. Il y avait un petit dérangement, me semble. Il n'est pas très bien. Justement, le département Q qu'on lui a piqué ce soir va l'appeler dans 5 minutes. C'est en train de sonner. Alors, Emmanuel et Frédéric, vous êtes heureux de vous rencontrer ce soir en tant que tous les deux grands fans de Craig. On attend des débats enflammés entre vous deux. Craig, il est nul. Craig, il est génial. On dirait Poutine. Ah bah non, on dirait il a vraiment la gueule de Bond. Enfin, en tout cas, on a hâte de voir vos affrontements ce soir sur cette spéciale No Time to Die. D'ailleurs, comme on le disait, ça y est, on a Damien en ligne. Il est malade. Merci encore une fois, Dominique, de le remplacer. José, on a Damien en direct là. C'est bon, on peut... Oui, je l'ai en direct. Tu peux Alors, t'adresser à lui. Je vais lui demander, on l'a en direct. Damien, comment ça va? Oh putain, ça a l'air d'aller très fort là. Je veux dire, ça va pas bien visiblement. Ça va pas bien. Ça va pas bien. Bon, allez. Rassurez-moi, on reprendra des nouvelles au cours de l'émission quand même. Voilà. On prendra des nouvelles au cours de l'émission, évidemment. Pour l'instant, il n'est pas en forme. Et on salue aussi Victor Leblanc qui devait nous faire sa première chronique, le défi Leblanc, et qui a eu un petit souci personnel. Alors lui, on n'a pas de nouvelles, on ne peut pas l'appeler, on n'a pas son numéro de téléphone. Mais ça a l'air d'aller. On aura des nouvelles, on vous en donnera. Allez, spécial No Time to Die, nouvelle saison, nouveau générique. Ce soir, on débat sur le film qui sort le 6 octobre en France, le 30 septembre en Suisse et en Belgique. Réagissez évidemment en commentaire, je vais y arriver. À tout de suite.
news, évidemment, il y en a des tonnes sur Mourir peut attendre. En ce moment, vous le savez bien, une a retenu particulièrement mon attention, elle est sortie aujourd'hui. Daniel Craig ne veut pas d'une femme dans le rôle de James Bond. Alors, je vous lis l'article paru sur Radio Time. Alors qu'il fait sa dernière sortie en tant que James Bond dans No Time to Die, qui sortira le 6 octobre en France, Daniel Craig s'est vu demander si le choix de son remplaçant devait être guidé par la diversité. Ce à quoi il a répondu, ouvrez les guillemets, la réponse à cela est simple, il devrait y avoir de meilleurs rôles pour les femmes et les acteurs de couleur. Pourquoi une femme devrait-elle jouer James Bond alors qu'il devrait y avoir un rôle aussi bon que James Bond, mais pour une femme, a-t-il interrogé. L'ancienne espion, c'est la rentrée, c'est difficile, affirme que James Bond ne devrait pas être joué par une actrice parce qu'elle mérite leurs propres rôles qui sont tout aussi bons. Voilà, peut-être de quoi rassurer ou non certains pour la suite. Je pense que son analyse est plutôt juste, personnellement. Je vais donner la parole en premier à Magali, qui est la représentante féministe de notre émission. Qu'est-ce que tu penses de ce que dit Craig là, sur cet article? Ça me paraît Féministe ou féministe? C'est pas la même chose. Hein. C'est la touche féminine et peut-être féministe. Je pense que dans tous les cas, il a raison. Le rôle de James Bond en tant que tel n'est pas fait de base pour une femme. Après, ça n'empêche pas d'avoir des rôles qui soient plus intéressants peut-être que ce qui était avant pour des femmes à l'avenir. Eh bien, je crois qu'on peut être tous d'accord. Vous en pensez quoi? Dominique, qui est un fervent militant féministe, qu'en penses-tu? Bah, écoute, oui, je suis très ami avec Alice Coffin, tout le monde le sait. J'ai bouffé avec elle pas plus tard qu'hier soir. La réflexion de Craig tombe tellement sous le bon sens. Enfin, on s'écarte un peu du politiquement correct, mais ça me paraît être l'évidence. Effectivement, il ne s'agit pas de transformer des personnages masculins en personnages féminins, de transformer des personnages écrits caucasiens en personnages aux racines africaines, de transformer des personnages écrits hétérosexuels en homosexuels. Il s'agit d'écrire des bons personnages pour les homos, pour les noirs, pour les beurs, pour les femmes, des personnages originaux. Exactement les mêmes, je vais reprendre exactement les mêmes termes que Craig, des personnages qui soient aussi bons et intéressants que James Bond. Confisquer un personnage de la culture populaire et le transformer, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, la question ne se pose étrangement pas pour Batman, pour Spider-Man. On nous gave avec James Bond. Ça se pose sur Superman, par contre. Parce qu'il y a un ça se pose sur Spider-Man aussi. Ah ouais? Sur Spider-Man aussi, oui. Ouais. Moi, perso, je suis d'accord avec la première partie sur le fait que je trouve difficile que Bond soit interprété par une femme. Par contre, sur des couleurs différentes, pour moi, il n'y a pas d'enjeu, je dirais, racial sur Bond. Bond est un personnage. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans une génération où il pourrait être métis, il pourrait être black, ça ne poserait aucun souci. Non, pas du Le tout. Bond de Fleming est blanc parce qu'il a exercé, il est né dans les années 20-30. Mais aujourd'hui, un mec de 40 ans qui est né en Angleterre, il peut être métis, il peut être black. Ça il peut s'entend. avoir la classe. Ça s'entend. José, je vois que tu opines. Non, du moi chef. je rejette complètement cet argumentaire-là. Ian Fleming, comme il l'écrivait lui-même, il a écrit pour les hommes blancs hétérosexuels à sang chaud, mais bon, ça n'a aucune importance. Il est normal que le héros qui a été conçu comme un mâle blanc hétérosexuel reste un mâle blanc hétérosexuel. Il n'y a pas besoin de le faire noir, bleu, vert, transsexuel, femme, etc. Non. On garde le héros de la manière la plus authentique. Et surtout, c'est pas important. Surtout, pourquoi faire? Oui, quel est l'intérêt? Quelle serait finalement la démarche derrière ça? Voilà, il s'agit pas pas simplement être dans la mode, dans la mouvance. Il y a juste prendre le meilleur acteur pour le rôle. Et aujourd'hui, le meilleur acteur pour le rôle peut être blanc, il peut être black, il peut être métis. Je m'en fous, quoi. Et aujourd'hui... Ça s'entend ce que dit Fred. Ça s'entend, je vais rebondir là-dessus, même si je ne suis pas pour parce que je suis assez conservateur sur le rôle de James Bond. Mais ça s'entend. James Bond, tel qu'il est défini dans le roman, quand il a été écrit, c'est une personne britannique d'origine écossaise. Donc, dans ces cas-là, aujourd'hui, une personne d'origine britannique de plusieurs générations, on peut très bien tomber sur quelqu'un qui est métis, voire black. Sauf que James Bond doit être reconnaissable. Moi, si je ne reconnais plus le héros,
je n'y vais plus. Au même titre que Shaft Et je suis assez d'accord avec toi là-dessus aussi. Je veux dire, au même titre que Shaft doit être reconnaissable en tant qu'Afro-Américain. Je veux dire, tu me sors un Shaft caucasien, je ne comprends pas. D'ailleurs, Mr. Big, le méchant dans Vivre et laisser mourir du roman, on nous aurait fait une adaptation avec un Mr. Big blanc, j'aurais pas compris non plus. Il doit être reconnaissable, surtout qu'il est reconnaissable ainsi depuis 60 ans. Donc moi, si le héros n'est pas reconnaissable, qu'il est interchangeable, d'ailleurs, on parle du Bond noir, on parle très peu d'une éventualité de Bond asiatique. Je veux dire, on peut aller très loin. Non, mais en fait, Dominique, je suis sur ta ligne. C'est comme si on disait demain, on va refaire une adaptation d'Astérix, et dans le rôle d'Astérix, on mettra, par exemple, un Asiatique, et dans le rôle d'Obélisque, Attention à ce que tu on dis. mettrait un Maghrébin. Ça n'aurait strictement aucun sens. Comme si on faisait, comme si quelque part on faisait une adaptation de Tintin. James Bond des années 2020. Non mais d'accord, comme si on faisait une adaptation de Tintin en mettant un transsexuel. Ça n'aurait strictement aucun sens. Bon, même si quoique, il y aurait la peut-être y avoir des c'est fini. C'est peut-être pas le meilleur exemple. Bon, bah, en tout cas, ça déchaîne les passions. Emmanuel, t'en penses quoi de Daniel Craig sur ce qu'il a dit? Donc, on parle des femmes ou on parle uniquement sur ce qu'il a dit sur les femmes? Sur les femmes et puis sur effectivement. Il a inclus les Noirs. Il a parlé des femmes en premier lieu et puis dans sa phrase après, il parle des deux en fait. Donc, Bon, pour moi, c'est deux débats différents. Sur le sexe, pour moi, on peut même pas discuter. James Bond est un homme. Après, pour la question de la couleur de peau, on peut discuter, on peut débattre. Moi, je suis plutôt dans la ligne de Dominique et José. Je suis plutôt conservateur. Voilà, c'est un descendant d'un père écossais et d'une mère suisse. Bon, voilà, je pense qu'il est plutôt de type caucasien, donc voilà. Il y a maintenant des Écossais de mère suisse qui peuvent être aussi de type afro-européen. Oui. Après, c'est une question de probabilité, de cohérence. À titre personnel, je suis assez conservateur là-dessus. Et niveau cohérence, niveau du roman, il est vrai que c'est un personnage qu'on a l'habitude d'avoir comme ça. Alors peut-être qu'il faut casser les habitudes. Peut-être. Est-ce qu'on n'est pas dans un effet de mode? Peut-être aussi. En tout cas, moi, qui n'a pas été choqué quand Daniel Craig a été annoncé qu'il était blond? Oui. Il n'avait pas du tout le physique. Reconnaissable en tant que James Bond, on est loin du brun aux yeux bleus. Hein. Oui, exactement. Effectivement. Sauf que bon, Daniel Craig a les yeux bleus, tandis que Sean Connery les a marrons. Donc il y en a un qui. Enfin, chacun ont des caractéristiques physiques qui correspondent. Voilà, donc ensuite tu peux avoir la peau un peu plus bronzée, on remettra quand même. Tu vois. Oui, et en même temps, il y a un truc, vous savez à quoi ça me ferait penser, un Bond Black? Ça me ferait penser à un gag comme le Père Noël des Galeries Lafayette Black. Ça me paraît très burlesque quelque part, et même insultant quelque part pour les Noirs, quelque part, ça serait ridicule. Il y aurait un côté ridicule. Il faut leur créer un personnage à eux, pas aller en transformer un. Je suis assez d'accord là-dessus, et on peut le voir d'ailleurs que ça commence à sortir au cinéma, notamment des personnages forts comme qui ont fait un carton d'ailleurs, comme Black Panther par exemple. Black Panther, c'est le meilleur exemple à l'heure actuelle d'un personnage qui a été créé ethniquement pour ça, et je crois que tout le monde y a adhéré sans commune mesure et sans critique. Même si on peut critiquer la qualité intrinsèque du film, mais ça c'est un autre débat. Un personnage de film d'horreur, Candyman. Oui. Alors après Candyman, ça reste un classique du film d'horreur, mais qui n'a pas de pignon sur rue comme un James Bond ou un Black Panther, par exemple. Non, mais dans cette logique-là, et je vais rebondir sur ce que dit Dominique, pourquoi pas faire de Michael Myers un nain handicapé? Voilà. Bah oui, tant qu'à tomber dans le ridicule, allons-y plein pot. Et nous saluons les personnes de petite taille et les personnes en situation de handicap, évidemment. Nous avons une forte pensée pour elles. Écoutez, je crois qu'on a un peu dérivé, même si c'était sur le thème. Merci Magali d'avoir lancé ce débat-là. Hein. Bravo. C'est bien pour excusez-moi, est-ce qu'on peut demander juste son avis à Damien, parce qu'on peut peut-être le joindre pour savoir ce qu'il en pense. Oui. Allô, Damien? On est en direct avec Damien à Orléans. Damien? Qu'est-ce que tu en penses, Damien? Je pense qu'il vous en dira pas plus ce soir.
C'est un- On reprendra des nouvelles. On reprendra des nouvelles d'ici une quinzaine de minutes. Je crois qu'on va pas s'en lasser. On s'en lasse pas. On a perdu Magali. On a perdu Magali qui va revenir. C'est le début de la saison. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Alors, on demandera des nouvelles de Magali aussi d'ici quelques minutes. J'espère que Damien l'a pas contaminé parce que la gastro, c'est vachement contagieux. Bon, allez, on va démarrer quand même le thème du jour, même si on l'a déjà démarré avec l'interview de Craig. Le style Craig depuis Casino Royale est très clivant. Certains l'adulent, un petit peu comme Emmanuel. D'autres le détestent. Est-ce que je peux te citer, Frédéric? Tu le détestes pas? Tu n'es pas fan? Non, je le déteste pas, mais je suis assez anti-Craig sur les derniers, notamment. C'est vrai. Eh ben, Et je l'assume. Hein. On va en discuter. Magali est de retour. Maintenant qu'il est acté que Mourir peut attendre sera la dernière apparition de Daniel Craig dans le rôle de James Bond, première question du soir. De retour, Magali, comment va Damien? Désolée. Magali a été assistée Damien d'Orléans. Elle est de retour. Il va bien, Damien? Écoute, c'était un peu... Je sais pas, je le laisse parler pour vous dire. Bon, on lui redemandera des nouvelles. Comme vous l'avez vu, il va pas bien. Un peu de citrate de bétaïne et ça repart. Exactement. Alors, selon vous, première question du soir, premier débat, ce film marquera-t-il un retour à une formule plus traditionnelle après le départ de Daniel Craig? Vous avez le petit titre qui apparaît en bas. On va commencer par Emmanuel. Alors, en toute franchise, j'en ai strictement aucune idée. Déjà, ce film, j'ai l'impression effectivement que ce film-là, sans parler de la suite, de Bond 26, etc., sera un James Bond assez traditionnel. Une sorte de, à mon avis, ça pourrait être même le James Bond de la réconciliation, c'est-à-dire un James Bond de Craig, mais avec tous les ingrédients que certains ont regrettés. Je pense qu'il y aura beaucoup de gadgets, il y aura beaucoup de fun, il y aura de l'humour, tout en ayant un esprit un peu mélo, un peu triste, un peu torturé. Donc je pense que ça pourrait être un très bon film et effectivement un film, comme certains l'entendent, traditionnel. Après, est-ce que ça va relancer une formule pour Bond 26? Est-ce que je ne sais pas du tout dans quelle direction les producteurs vont aller, certainement qu'ils vont décider ce serait intelligent de marquer une rupture avec la période Craig, donc de retourner un esprit un peu plus badin, un peu plus avec un peu plus fun peut-être. Donc je n'en sais pas davantage. Mais en tout cas, ce film-là pourrait être si on en croit les bandes annonces, pourrait être un grand classique bondien. Mais je n'en sais pas plus. On l'espère tous. Allez, je vais donner la parole à Frédéric. D'après toi, ce film marquera-t-il un retour à une formule plus traditionnelle après la parenthèse Craig? Je vais être assez d'accord avec Emmanuel, c'est qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien. Oui. Pour le reste, je suis un garçon de naturel optimiste, donc j'ose croire que ça va être un bon film. Il y a quand même pas mal d'ingrédients, ça peut bien partir. J'ai des points d'inquiétude, notamment, je ne suis pas très fan de ce rappel un petit peu constant qu'ils ont fait ces derniers temps, essayer de rappeler les précédents films, d'essayer de créer un pseudo-lien de film en film. Je trouve que c'était vraiment très raté dans Spectre. Et là, on le revoit un petit peu avec Blofeld qui revient, avec le personnage de Madeleine qui est là. J'ai peur qu'ils aillent un peu trop loin dans une espèce d'introspection du personnage, essayer de trop miser un peu sur le passé. Et je dirais l'autre point d'inquiétude, c'est les 2h43. Ça, franchement, j'espère vraiment qu'elles en vaudront la peine.
Alors justement, on en parlera tout à l'heure sur l'abondance de personnages secondaires qui expliquerait peut-être les 2h43 et ce serait plutôt rassurant quand on a autant de personnages secondaires scénaristiquement pour développer et pour bien les traiter. On en parlera tout à l'heure. Je voulais rebondir sur une chose que tu as dit sur le côté sérial de la période Craig. C'est bien le problème de tout ce genre de production, c'est que ils réfléchissent niveau scénario, film par film. Ça se voit bien, il n'y a pas d'anticipation. C'est comme pour la dernière trilogie Star Wars, ils avaient une idée, puis au final, ils ont fait film par film et ça s'est cassé la gueule sur le dernier. Alors, espérons que sur celui-là, ça ne se casse pas la gueule et qu'il répare les conneries du précédent, parce que sur le précédent, qui avait des teintes de dernier film pour l'ère Craig, il était quand même très moyen et c'était quand même des raccords à bout de ficelle, hein, des raccords à bout de ficelle pour essayer de nous faire avaler des trucs. Et ça, c'est un peu ce qui est très désagréable sur des blockbusters qui veulent se faire qui s'allongent sur une même histoire sur 15 ou 20 ans. Et ils ne réfléchissent que film par film et pas sur la globalité. Et ça, c'est très dommage, à mon sens. C'est une grosse erreur de la franchise. Hein. Les deux grosses erreurs, ça a été ça, évidemment, d'essayer de lier des choses, alors qu'avant, c'était un film et on prenait plaisir à regarder un film. On avait toujours parfois une petite connexion qui nous rappelle les précédents, l'hommage dans Rien que pour vos yeux, le petit clin d'œil dans Permis de tuer sur le mariage de Bond, etc. Et ça allait, ça nous suffisait en fait. On avait eu un film en tant que tel, et puis le personnage était lié. Et l'autre point, c'était de faire de Bond un personnage à trauma, ce qui n'a jamais été, et ce qui finalement l'a beaucoup rapproché de personnages de Harry Potter, de Batman, etc. Où en fait, il est devenu je dirais un peu un héros comme un autre. Je trouve qu'il a perdu de sa superbe en fait en l'abordant comme ça. Et c'est dommage. Donc j'espère que le prochain, il sortira un peu de ça, puis qu'on retrouvera moi, j'aurais tendance à dire un vrai James Bond, m'en déplaise à Emmanuel. Déjà pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais on n'en dit rien sur les bandes annonces et toutes les images qu'on a pu voir de No Time to Die, on peut penser quand même à un retour à une certaine formule classique. C'est déjà plutôt rassurant pour ceux qui aiment ça et qui veulent revoir du classique. C'est vrai je pense que c'est vraiment là pour le coup un mélange des deux et peut-être la formule classique reprend plus sur la formule Craig depuis Casino Royale. Dominique, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, vous savez que je pars sur un a priori négatif, tant j'ai été déçu par Spectre, pour lequel je partais sur un a priori positif. Je préfère m'attendre au pire pour être agréablement surpris quelque part. Après, pour rebondir sur ce que disait Frédéric, moi, je ne suis pas gêné par le côté continuité parce que Bond a toujours, on le sait, collé à son époque pour acquérir cette longévité de la franchise. Le côté plus léger avec Roger Moore dans les années 70, après le côté Moonraker pour coller à Star Wars, et puis le côté sombrero, comme on dit, avec Craig. Et il y a aussi ce côté mode des séries. Et forcément, une série, qui dit série, ça se suit. Les séries sont plus populaires que le cinéma actuellement. J'ai envie de vous dire qu'il y a beaucoup de séries qui sont bien meilleures, et bien mieux écrites que beaucoup de films récents. Bond doit coller à ça aussi pour survivre, à la continuité. Aujourd'hui, je pense que ce serait difficile d'un film à l'autre de nous présenter un méchant qui est censé être le même personnage avec une gueule complètement différente, comme de Au service secret de Sa Majesté aux diamants sont éternels. Tout d'un coup, il est petit, tout d'un coup, il est grand, tout d'un coup, il a des cheveux, tout d'un coup, il a des cheveux. À l'époque, ça passait. Aujourd'hui, je pense que les gens sont habitués à la continuité, à la cohérence. Donc, ça passe par là que Bond puisse perdurer. Quelque part aussi, on peut pas passer à côté de ça. Sinon la franchise paraîtra hors de mode, quelque part. Tu sais, la continuité sur des films qui sont sortis en 2012, 2015, 2021, alors je crois que le grand public se souvient absolument pas qu'il y avait tel ou tel personnage dans le précédent ou quoi que ce soit, je pense. Oui, je ne suis pas d'accord avec toi, Frédéric. Je pense que le grand public y est très attentif parce que maintenant, il est habitué aux séries. Donc, moi, je connais des gens qui ne s'intéressaient pas forcément à James Bond avant, qui ont trouvé Craig, c'était pas mal, et qui, du coup, font très attention à la continuité depuis Casino Royale.
Donc moi, je pense qu'il y a des gens qui font attention. Alors les fans comme nous n'en ont pas forcément besoin. Après, pour reprendre ce que tu disais sur le fait de pouvoir regarder un opus séparément, je pense que malgré la continuité, c'est encore le cas. Tu pioches Skyfall sans être fait la rétrospective des Craig, il se regarde à part avec plaisir. Comme n'importe lequel des 4 opus avant No Time to Die. Donc, Non, ça, je suis d'accord sur ce point. Alors, Ça peut se prendre à des problèmes. ben, oui, ceci dit, effectivement, et c'est ça bien le problème des films grand public quand on essaye de faire une série, c'est d'essayer de ne perdre personne quand tu fais un nouvel opus qui va continuer l'histoire. Donc il faut avoir le cul entre deux chaises et essayer d'avancer dans l'intrigue pour ceux qui ont vraiment suivi et ne pas perdre des gens qui vont découvrir le film pour la première fois et penser aussi, et tu as raison, que l'arc narratif a démarré en 2006, on est en 2021, qu'il faut trouver les éléments que la grande majorité, penser aux éléments que la grande majorité peut se souvenir de Casino Royale, qui a été un film mythique, et je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Quantum of Solace, si tu t'attaches sur Quantum of Solace, il a beaucoup moins marqué. Tu as eu Skyfall, Spectre aussi, qui a bien marché, mais je pense que l'imaginaire collectif se souviendra moins de Skyfall moins de Spectre que Casino Royale ou Skyfall. Donc il faut savoir marcher sur des œufs et c'est là tout le problème de ces films qui sont faits en série sur 15 ans. Quoi. Enfin, mais on parle de série, mais je serais incapable de dire quel est l'arc narratif de l'ère Craig, hein, entre Casino Royale jusqu'à No Time to Die. C'est le début, c'est le début, le milieu. C'est le début, le milieu, la fin. Pour moi, c'est le début, le milieu et la fin du personnage de Bond, quoi. Enfin, entre guillemets. Ou alors c'est vraiment un reboot de Casino Royale jusqu'à No Time to Die, et peut-être qu'à la fin de No Time to Die, il devient le James Bond qu'on connaît tous. C'est une possibilité qui est absolument personnelle. Emmanuel, tu voulais réagir? Oui, après, je laisse la parole à Magali et je laisse la parole à José en dernier. Oui, à propos de ce côté série, je pense que c'est aussi dû parce que la production a un peu pêché par paresse. C'est-à-dire qu'après Casino Royale, ils ont été tellement, à mon avis, écrasés par ce film qui est tout de suite qui a tout de suite acquis un statut mythique. Donc ils se sont dit, bon, on va enchaîner là-dessus, on va faire Quantum of Solace. Et ça s'est cassé la gueule. Ils ont voulu faire ça trop vite. Après, il y a eu la grève des scénaristes. Ça n'a pas tenu la route. Rebelote avec Skyfall. Le Skyfall, c'est devenu un classique instantané, un immense succès populaire. C'était la fête à l'époque, n'en déplaise à Fred qui n'en a pas fait partie. C'était presque un retour à la Bond Mania. Hein. Mais voilà, c'était le film Skyfall qui a réconcilié toutes les générations. Et puis ils se sont dit, bon, ben, on garde, sauf toi Frédéric, mais on garde le même réalisateur, on garde les mêmes scénaristes, on continue sur la même veine. Et puis ça s'est cassé la gueule parce qu'en deuxième partie de Spectre, le scénario tourne pas rond, il savait plus où aller. Et puis voilà, donc je pense que ce côté série, il est venu pour de mauvaises raisons, à mon avis. Je ne pense pas que c'était un plan vraiment bien prédéfini, voulu. Et puis on verra avec No Time to Die comment, parce qu'effectivement, No Time to Die, eh bien, il y a des personnages de Spectre qui vont revenir. Donc il y aura une forme de continuité. Est-ce que ça va être la cata? Est-ce que ça va être bien amené? Réponse la semaine prochaine. Et oui, on a réponse la semaine prochaine, et ça, c'est le plus important à retenir. Magali, ton avis sur la question? Je pense qu'il faut aussi voir les choses au niveau de la cible. Je rappelle que les James Bond, à la base, c'est les 18-25 qui se renouvellent. Et c'est là que c'est intéressant parce que ça a été racheté par Amazon. On a cette tendance, effectivement, au niveau des séries, qui sont en train de prendre pas mal de place, là où avant, on regardait peut-être plus de films. Enfin, personnellement, ça s'est avéré juste. Donc, si on commence à réfléchir en termes de cible, si on est sur du 18-25, on est clairement sur des changements à venir. On va potentiellement avoir des spin-offs. On va peut-être avoir des reboots de livres. Après, ce qui était intéressant, c'est que le Bond qu'on a connu en fait avant, malheureusement, il ne reviendra pas. Je pense vraiment que c'est un nouvel angle qui va arriver. Comme ça. Alors, sur les séries, tu cites Amazon, mais je
pense qu'il ne faut pas penser par ce prisme-là des séries, le côté sériel Amazon. Il faut penser que Bond vit avec l'influence de son époque, comme ça a toujours été le cas. Et l'influence de l'époque, c'est les films de Nolan, qui ont été une série de 3 films avec une histoire continue du début de Batman, du milieu de Batman et de la fin de Batman, et qu'il y a eu en même temps les séries Marvel qui ont cartonné. Et Jason Bourne aussi, un peu pour Casino Royale et Quantum of Solace. Et James Bond, on en avait déjà d'ailleurs débattu là-dessus. James Bond, à mon sens, à chaque fois, et ça s'est vérifié par le passé, est une synthèse de ce qui marche le mieux au niveau cinématographique et culturel. Je vois il y en a certains qui opinent du chef. José, vas-y, t'es pas d'accord? Alors, je vais te dire pourquoi je ne suis pas d'accord, même si globalement, je partage l'avis globalement de tout ce qui a été dit. Je pars déjà du postulat que l'esprit série ne fait pas partie de l'ADN de James Bond. Ça, c'est clair. Et comme l'a dit Emmanuel, il a raison. Ça a été fait finalement l'arc narratif de la période Craig, de Brick and Brock, parce que Purvis et Wade n'étaient clairement pas des scénaristes de séries télé, et ils ont essayé d'improviser des films plus ou moins qui arrivaient à s'imbriquer les uns dans les autres. Quid du lien entre Quantum et le Spectre, quid de l'appartenance de Silva au Spectre, etc. Tout ça, c'est assez confus, c'est assez brouillon. Tout simplement parce que ça ne fait pas partie de l'ADN de James Bond. Et c'est pour ça que moi, j'appelle de mes voeux un retour vraiment à des films indépendants. Peut-être en suivant les mouvances ou les modes, sans doute. Encore que, par rapport à ce que tu as affirmé, Mathieu, à chaque fois qu'un James Bond a voulu suivre les modes, ça a donné, avec le temps, des films horriblement démodés. C'est le cas, par exemple, Blaxploitation, Vivre et laisser mourir, Kung Fu, L'homme au pistolet d'or, Space Opera, Moonraker. Et aujourd'hui, ce ne sont pas franchement, d'après le grand public et d'après certains fans, les films les plus réussis de la saga. Ouais. Il faut quand même être honnête. Je ne vais pas dire pour Moonraker, hein, José. Voilà. Pourtant, vous savez à quel point je suis attaché à Moonraker, mais c'est vrai que le film aujourd'hui pêche par ses excès, par ses outrances. Vivre et laisser mourir est graphiquement raté. L'homme au pistolet d'or est graphiquement raté. Alors, j'ai envie de dire, quand on dit que ça ne fait pas partie de l'ADN de James Bond, le côté série, c'est valable pour le côté Star Wars, comme tu viens de le citer, qui a été utilisé pour Moonraker. Mais si tu prends les romans... Oui, mais là, on parle clairement du héros cinématographique. On ne parle pas du héros de papier. Et pour en revenir à ce que tu disais sur Star Wars, c'est faux, parce que George Lucas, à l'origine, avait prévu ces 3 films dans la continuité. Ce qui n'était pas le cas de Casino Royale, de Quantum, de Spectre, de Skyfall, et maintenant, attention, je n'ai pas parlé du Star Wars de George Lucas, j'ai parlé de la dernière... La version Disney, on est bien d'accord. La version Disney, attention, c'est totalement différent. Et justement, pour coller, pour que James Bond continue à coller à l'actualité et au mode, ils ont fait d'une pierre deux coups, ils l'ont fait coller au mode tout en disant mais si c'est le vrai James Bond, puisqu'on est allé repêcher la matière littéraire et pour le côté plus dur, le côté plus réaliste, le côté plus sombre et le côté qui se suit parce que les romans sont super cohérents entre eux. Oui, donc, bien sûr. Rien du tout, ils n'ont rien repêché. Oui, mais dans le problème, romans, c'est que si ça pouvait fonctionner dans les romans, comme par exemple Au service secret de Sa Majesté et juste avant On ne vit que 2 fois, etc. Là, il y a une logique, il y a une cohérence. Mais en l'occurrence, les scénaristes qui ont écrit les films de l'ère Craig n'avaient absolument aucune cohérence parce que finalement, comme le disait Fred, c'était pas prévu que tous les films se suivent. Et malheureusement, c'est uniquement à partir de 2015 qu'ils ont essayé de tout raccommoder ensemble. Et finalement, ça donne un espèce de gloubi-boulga absolument très indigeste. Que ce soit pas réussi, je suis d'accord. Par contre, Frédéric, tu disais, ils n'ont rien repêché dans les romans. Comment tu expliques ça? Parce que je suis pas d'accord. Bah, ils n'ont pas repêché grand-chose. Enfin, l'adaptation de Casino Royale qui a été faite est absolument géniale. Mais ensuite, tout ce qu'ils ont fait sur Quantum, sur Skyfall, le côté du personnage réaliste, j'achète pas du tout. Pour moi, ils ont fait Daniel Craig, pas du tout réaliste. Et c'est justement tout le problème, en fait. C'est qu'ils ont essayé de présenter ça comme un personnage réaliste, alors qu'il lui arrive des trucs mais complètement hors normes. Avant, il y avait toujours cette distance un petit peu où on avait un personnage qui était effectivement un peu un surhomme, mais on était dans un univers un petit peu à part et on achetait le truc, si tu veux. Là, aujourd'hui, enfin moi, en tous les cas, je l'achète beaucoup moins parce qu'on me dit, ouais, c'est un personnage réaliste, ouais, un personnage normal. Enfin, tu vois, c'est un peu le François Hollande du James Bond, Daniel Craig, quelque part. Et, quelle insulte! Tu vas fort, hein? Ça, non.
Ça, c'est ce truc qui est un peu dommage. Et alors, pour revenir à ce que tu disais, c'est que moi, je me souviens, Bond, dans les années 60, c'est lui qui définissait une tendance, en fait. C'est lui qui a créé un genre de cinéma. Tout à fait. Et après, il a perdu un petit peu cette avance. Donc, ils ont raccroché un petit peu des wagons sur, effectivement, comme tu disais, José, sur Vivre et laisser mourir, Pistolet d'or, Moonraker. Mais à chaque fois, à un moment, ils ont eu l'intelligence, en fait, de le tenter une fois, puis après, de revenir un petit peu aux bases. Tout à fait. Et ça permettait quand même de garder une bonne continuité. Là, on parle d'adaptation. On dit aujourd'hui, Bond, c'est du Nolan, mais la trilogie Dark Knight, le premier épisode, c'était en 2006. Hein, on parle d'un truc d'il y a 15 Bien ans. sûr. Bond, c'était il y a 20 ans. Donc, il est un peu là, ils sont un peu à la traîne quand même sur ce qu'ils racontent. On est plus trop dans l'air du temps quelque part. Mais en fait, finalement, si je voulais synthétiser ce qui vient d'être dit, finalement, je crois que Fred, tu as parfaitement résumé ma pensée. Malheureusement, et c'est un tort, c'est que contrairement à la période Sean Connery, Roger Moore, James Bond depuis 1987, depuis l'arrivée de Timothy Dalton, moins à l'époque Pierce Brosnan, mais en particulier pendant l'époque Craig, est un personnage qui désormais se prend au sérieux, et je pense que ça gâche une partie de l'univers. Ouais, c'est exactement ça. Par contre, quand tu dis qu'on n'a pris que Casino Royale des romans, c'est pas vrai. Tu as l'élément Oberhauser dans Spectre, tu as la biographie de Bond avec la mort de Oui, mais ses ça parents. reste à la marge. Ça reste à la marge. Ah ouais. Comme la scène de C'est ce torture qu'ils de en ont fait. Spectre qui est repris de Colonel Nelson. C'est vraiment très marginal. Oui, mais ça l'a Puis toujours été. Regarde, rien que pour vos yeux, il pêche Bien tel sûr. petit élément scénaristique. Allez, comment dire, quand ils sont traînés en bateau pour essayer de les Le faire passage tuer par des Choulaki, tiré de Vivre et laisser mourir, oui, bien sûr. Voilà, donc, ou comme dans le permis de tuer, allez, on va prendre juste ce qui arrive à Félix Leiter. Bien sûr. Tu vois, donc, ça a toujours été le cas. Ouais, mais Oui, enfin, ça a été le cas Ah ouais, mais- depuis qu'il n'y a plus de roman à adapter. Mais c'est l'utilisation, parce que je suis d'accord, ils prennent des petites choses comme ça, mais là encore, tu prends, par exemple, ils ont fait de la mort des parents de Bond un vrai trauma. Moi, je ne l'ai jamais ressenti quand j'ai lu les bouquins, je l'ai jamais ressenti quand j'ai vu les films. Tu prends, ils l'ont fait aussi dans GoldenEye, un échange entre 006 et 007, quand il dit que ses parents n'ont pas eu le luxe de mourir dans un accident de montagne. Ils ont repris l'idée un peu de l'orphelin, mais ils en ont pas fait un trauma pour autant. Et ils ont pris, je trouve que dans cette période Craig, ils ont pris quelques petits éléments et puis finalement, ils ont perverti le truc, en fait. Ils ont pris des choses et puis ils ont raconté une autre histoire que celle qui nous avait été racontée jusqu'à Bond, ou en tous les cas, moi, qui me plaisait bien. Alors, voir tu si trouves- c'est pas un trauma dans les romans, je t'invite à relire la nouvelle. Attends, celle où il va justement rattraper l'assassin de Oberhauser dans les nouvelles. C'est quoi? C'est le spécimen rare de Hildebrand, je ne m'en rappelle plus. C'est dans Meilleur vœu de la Jamaïque. C'est Meilleur vœu de la Jamaïque, ouais. Oui, C'est ça, le roman Octopussy en C'est dans anglais. Octopussy. Et dans ce truc-là, tu vois que c'est un trauma parce que justement, il parle du fait qu'Oberhauser était un père à un moment donné où il en avait particulièrement besoin quand il retrouve le mec. Messieurs, Là, tu sens le trauma, quand même. messieurs, Ouais, bien sûr. messieurs, Mais le trauma est passé. messieurs, je reprends le micro. Emmanuel veut intervenir. Non, Fred, tu trouves vraiment qu'ils en font des caisses avec que le Bond de Craig en fait des caisses avec ses parents dans Skyfall et Spectre? En fait, Ouais, bah, Quelque part, oui. Comme je le disais la dernière fois, Emmanuel, le gros plan sur la pierre tombale n'était vraiment pas indispensable. Oui, mais c'est pas Bond qui est devant, c'est Silva. Enfin, il y a beaucoup d'ironie, il y a beaucoup de distance. Bond, quand tu lui parles de ses parents, ben, il veut pas en parler, il passe à autre chose, il ironise, il fait un trait d'humour, il dit j'ai jamais aimé cette maison. C'est pas un Bond à trauma, c'est au contraire, c'est traité avec beaucoup d'ironie, beaucoup de recul. Il faut pas non plus en faire des caisses. Alors oui, c'est présent à petite dose, mais Skyfall, ça reste quand même un film où il y a une mission, il y a de l'action. Enfin, Bien sûr. voilà, il y a Et puis pour Oui, le tu coup, sais pas trop, on peut pas dire qu'ils n'ont pas voulu faire plaisir aux fans, parce que là, le plan de la tombe, c'est vraiment pour faire plaisir aux fans hardcore, hein. Hardcore des romans de Fleming. Hein. Ah ben moi j'ai adoré. J'ai failli faire. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus fin. Alors pour le coup, on va comparer avec Spectre, mais c'était quand même beaucoup plus fin l'histoire avec les parents de Bond en Écosse avec le plan sur la tombe que l'histoire du frère adoptif qui. Ah oui, on est Oui, d'accord. mais dans le même sens. Absolument, dans le même sens, absolument, on est il y a d'accord. le gros plan sur la pierre tombale, mais bien avant ça, au moment où il s'empare du fusil de chasse, il y a quand même aussi un gros plan sur les initiales du père de Bond. Oui, et attendez, excusez-moi. Voilà, mais le bis bon, repetita, et on C'est en remet une couche, anecdotique, et José. remettez C'est un une petit clin pièce, d'œil, et c'est allez-y. anecdotique. Ça n'a aucun. Oui, on est sur du détail là. On est sur du détail, il faut arrêter. Et moi, je pense.
À titre personnel, sur ce point de vue, des parents de Bond que vous critiquez, c'est un détail dans le film qui est plutôt bien amené, à mon sens, scénaristiquement, qui fait plaisir aux fans et qui en même temps permet aux profanes de savoir comment. Non mais d'accord. Et après, on en remet une couche. Et- Et Kincaid qui raconte à M le traumatisme quand il a appris la mort de ses oui. parents, Eh ben, le moi, trou j'ai du un prof, prêtre. eh ben, écoute, Et allons-y. écoute, Et mon encore cher une José, pièce. écoute, mon cher On José, fait dans le j'ai un prof de pathos. cinéma- Et allons-y. J'ai un prof de cinéma qui nous a dit, le premier cours, il nous a dit, il faut tout expliquer au cinéma, il faut tout expliquer à l'écran parce que le public est con. Oui, À l'époque, c'est ça m'avait vrai. choqué. Ça m'avait choqué. Donc, on explique tout. Dominique. Excusez-moi, mais le Bond à trauma, c'est dès 69 que ça a commencé, hein, avec Au service secret de Sa Majesté. Hein. Je vais Ah dire bon? donc Et que est-ce c'est- qu'il te semble que Non. Sean Connery dans Les Diamants sont éternels est spécialement Je ne traumatisé? suis pas traumatisé. Je vais pas trop. En tout cas, Georges Lazenby. Il nous a traumatisés. il a pas Il nous pu a faire traumatisés, Sean Connery, par Ils contre. ont Non, mais- fait le choix de Non, mais revenir. je sais quel épisode est resté dans le cœur des fans. Est-ce que c'est Au service secret de Sa Majesté ou Les Diamants sont éternels? Oui, non mais ça c'est autre chose. Ils ont Bah, fait le écoute, choix quand de même. revenir- Ils ont fait le choix dès le film suivant de faire la cassure avec Lazenby, de revenir au Bond de Sean Connery qui est particulièrement détaché, mais on part dans le trauma et dans des scénarios qui mettent le trauma au centre du truc, dès Au service secret de Sa Majesté, et ça continue après. Dans L'espion qui m'aimait, à un moment donné, tu as Anya Amasova qui fait la biographie de Bond et tu sens qu'elle le pique avec la mort de Bien sa sûr. femme. Et que ça- Absolument, ouais. Ah non, mais Après générique de Rien que pour vos yeux, qui est un de ses films Oui. préférés. Ben, en fait, c'est finalement, pareil. tu apportes Et de permis l'eau. de tuer, permis de tuer, il n'y a pas du trauma dans Bien Permis de sûr. tuer, il y a Et du donc, trauma. quelque part, tu apportes de l'eau à mon moulin quand j'affirme que Daniel Craig, finalement, et la façon dont il joue Bond et les scénarios n'ont strictement rien apporté par rapport à ce qu'il existait avant. Ah ben non, mais là tu pars dans deux directions parce que tu vas dire qu'il n'a rien apporté et en même temps tu vas dire qu'il l'a amené dans une autre direction. Tu peux. En fait, il a réinterprété ce qui existait déjà, mais de manière excessive. Pas d'accord. Eh oui, débat C'est assez passionné. survivre la franchise. Mm. Si vous mettez un autre problème aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Messieurs, dames. Moi, de toute messieurs, façon, dames. Dominique, je ne sors pas du. Il faut de la bondole sur la place Saint-Marc et je ne sors pas de ça. Messieurs, dames. et- Attendez, excusez-moi, mais qu'est-ce qu'en pense Damien? Je veux Oui, dire, qu'est-ce parce qu'on que là, pense, Damien? Tiens, c'est pas faux. Bah, il en pense pas grand-chose à l'heure actuelle. apparemment, Et- c'est- il est au fond du trou. Bon, bah, c'est bien. Je reprends la main sur l'émission parce que j'étais à deux doigts de chanter. Oh, allez, c'est là. Oi, 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 oi. On va. Alors, on Ça, va c'est du continuer trauma. parce que Ça, c'est du trauma, Sam Smith, hein, excusez-moi. hein. c'est du trop. Oui, c'est pour certains, c'est du trauma. Moi, je l'aime bien, mais bon, après, chacun son style.